peut-être aborder 4 points. Revenir d'abord sur le périmètre. C'est une question basique mais essentielle. C'est de quoi parle-t-on quand on parle d'anticipation et quand on parle d'expression de la volonté? Ensuite, deuxième point, quels sont les outils d'anticipation tels qu'ils sont prévus aujourd'hui par les textes? Parce que ce n'est pas tout de travailler dans votre champ, mais il ne faut pas oublier en fait d'où on part et comment on peut s'inspirer en fait de ce qui est prévu dans les textes actuels. Ensuite, troisième point, justement, quelles formes peuvent revêtir ces outils d'anticipation dans votre champ à vous, le champ de la santé mentale? Qu'est-ce qui fait la spécificité? Pourquoi aller créer un outil spécifique? Et puis, même si vous en êtes convaincu, il faut poser la question. Et enfin, quatrième point, au-delà de la démarche que le ministre qualifiait ce matin de prometteuse, en tout cas cette démarche complètement légitime et comme je vous le disais, à laquelle je suis convaincue, il y a quand même des points de vigilance du point de vue du droit, mais aussi du point de vue de l'éthique. Et donc, je travaille effectivement sur ces interactions entre le droit et l'éthique, et c'est plutôt passionnant. Alors, voilà, avant d'évoquer la question de quoi parle-t-on, revenir sur le fait que c'est un sujet déterminant. Donc, première dimension, la démocratie en santé. Pour moi, la deuxième dimension, ça va être ensuite la participation des usagers dans la vie des instances au sein de l'établissement. Et d'ailleurs, rien n'empêche, dans un comité des usagers en psychiatrie, d'évoquer et de parler de ces questions-là, d'anticipation de la volonté. Et puis, c'est aussi la représentation au niveau territorial. Et puis ensuite, la participation des usagers, notamment en psychiatrie, aux questions de débat public. Donc, pour moi, il y a 4 dimensions à la démocratie en santé. Et là, aujourd'hui, on parle de la première, donc la question du consentement. Alors, vous avez raison, c'est un sujet de droit et c'est aussi un sujet de soins. Mais pour avancer sur la question du sujet de soins, il faut bien cadrer la question des sujets de droit. La dimension éthique, elle se pose sur la question... Alors d'ailleurs, je reviens très rapidement, parce qu'on parle beaucoup d'éthique, à tout bout de champ, tout est éthique aujourd'hui. Donc finalement, de quoi on parle quand on parle d'éthique? Souvent d'ailleurs, on avance le fait que c'est un terreau de questionnement, d'embarras, de doute. Vous allez me dire, ça ne résout pas le problème, ça ne résout pas la question, c'est pas simple. Et en tout cas, la grande vertu de la réflexion éthique, c'est que ça pose la question du sens. Et vous savez bien qu'on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. Et on en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup questionné sur ces questions-là au sein du Comité consultatif national d'éthique. Alors, premier point, de quoi parle-t-on? Parce qu'effectivement, si je regarde les différents outils que vous avez évoqués, directive anticipée psychiatrique, directive anticipée incitative en psychiatrie, kit Mon GPS, plan de crise conjoint. Alors, j'ai découvert tout à l'heure encore un autre, projet souhaité d'organisation des soins. Il faut s'y retrouver, il faut y retrouver son latin. Donc, il y a un enjeu de clarification. À la base, c'est la question du consentement qui est au cœur des questions et de l'expression de la volonté, la fameuse express of will, disent les anglo-saxons. C'est la question du choix, la question de la participation. Ça, le médico-social, la charte des droits et libertés des personnes accueillies dans le médico-social insiste beaucoup dans l'article 4 sur la recherche le respect des choix, du consentement éclairé, de la participation. Tout ça, ce sont des termes qui, en fait, font écho à toute l'importance d'aller rechercher l'expression de la volonté de la personne. Donc, en vous disant ça, simplement j'insiste et je rappelle le fait que ça fait référence à un droit et à une liberté fondamentale. Voilà. Alors, ça n'a jamais été autant d'actualité, la question du consentement. Bien évidemment, si on regarde depuis les 2 lois cadres de 2002, à la fois dans le champ sanitaire et dans le champ médico-social, et puis toutes les autres lois qui ont suivi, notamment la loi de 2011 en psychiatrie et d'autres textes, on voit bien que le poids de ce droit et du respect de l'expression du consentement et de la volonté a pris une ampleur de plus en plus forte. On voit bien que, par exemple, il y a des dispositifs qui ont été créés, notamment la personne de confiance en 2002, qui a été renforcée en 2015, renforcée en 2016 à partir à l'occasion d'autres textes. Idem d'ailleurs pour les directives anticipées. On l'a vu en 2005 dans la loi Claes-Leonetti, puis ensuite dans la loi de 2016 Claes-Leonetti. Bon, voilà, c'est très intéressant de voir comment cette question a pris de l'ampleur et n'est pas du tout tombée en déshérence. En tout cas, tel qu'il est prévu dans le dispositif juridique, donc dans la lettre de la loi. Mais ça ne suffit pas. Bien évidemment, il y a l'enjeu d'appropriation.
Et puis, autre sujet d'actualité, je le disais tout à l'heure, pendant la crise sanitaire, on a évidemment beaucoup parlé de la tension entre les libertés, la contrainte et bien évidemment le respect des volontés et ce respect des choix absolument contraints, parfois complètement évincés pour toute la population, pour les patients en général et peut-être encore plus en psychiatrie. Et puis la question du consentement, ça ne vous aura pas échappé, c'est aussi un mouvement de société, le mouvement de défense des femmes, le mouvement MeToo, etc., les publications qui sortent extrêmement nombreuses. Et puis, c'est aussi ce qui explique que le Comité consultatif national d'éthique, pendant toute l'année 2020 et une partie de 2021, donc vous voyez, on a travaillé aussi pendant la crise sanitaire, a publié donc en juillet 2021 un avis, c'est l'avis 136, sur l'évolution des enjeux éthiques relatifs au consentement dans le soin. Donc il y a la notion d'enjeux éthiques et puis ces enjeux éthiques, ils évoluent sur cette question du consentement dans le soin. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vraiment, je vous invite à le faire. On a essayé d'être le plus clair possible. On a procédé à de très nombreuses auditions. On a évoqué cette question de la psychiatrie, sans doute pas assez, mais on y a évidemment évoqué. Et comme j'en parlais avec Aurélie tout à l'heure, il y a un groupe de travail qui fait actuellement au CCNE qui a été lancé sur la santé mentale. Donc, je vais les mettre en lien avec ces questions et avec vous pour que les choses avancent sur ces questions-là. Je reviendrai tout à l'heure sur l'avis 136 qui pointe des points d'attention d'un point de vue éthique et des points de vigilance. Alors, l'enjeu de droit, c'est un enjeu relatif à un cadre qui doit être clair. Et quand je parlais de droits et libertés fondamentales, et c'est sans doute là en tout cas ce qui m'a fait réagir, mais je vous en reparlerai, mais sur les outils que j'ai eus sous les yeux, c'est qu'il ne faut pas oublier en fait toujours de partir du principe et ensuite d'évoquer l'exception, et non l'inverse. Voilà. Et j'ai pu lire dans certains documents qu'on mettait en avant l'exception avant de parler du principe. Donc ça, c'est revenir à la base et aux principes fondamentaux. Ne jamais perdre, en d'autres termes, le fil rouge. Le principe, c'est quoi ? Le principe, c'est la recherche systématique du consentement. Les textes, ils se sont renforcés, notamment l'ordonnance de 2020, sur le consentement, qui réinsiste sur cette recherche systématique du consentement. Ce qui ne veut pas dire que le respect ne soit pas toujours aisé à faire, mais en tout cas, il y a cette démarche absolument fondamentale. Il faut que ça soit un réflexe. Voilà. Et quels que soient les patients, y compris s'ils sont sous les régimes de protection les plus lourds, notamment le régime de tutelle. Donc ça aussi, il y a une avancée majeure sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on sort du cadre de l'étiquette patient-psy, patient sous tutelle ou sous d'autres appellations, sous d'autres pathologies, pour dire on a en face de soi une personne. Et on rejoint d'ailleurs là toute la philosophie développée dans la Convention internationale des droits des personnes handicapées et tout le travail sur l'article 12. Alors, ça c'est le principe. L'exception, bien évidemment, il y a des situations où on va devoir tenir compte du contexte ou de la spécificité du profil de la personne pour aller rechercher peut-être un autre consentement ou aborder les choses différemment. Je pense notamment aux enfants, donc qui pour certains n'ont pas suffisamment de maturité en fonction de l'âge, qui fait qu'on s'adresse aux représentants, aux parents, aux représentants légaux. Et puis, bien évidemment, il y a la question du discernement chez les adultes. Et en psychiatrie, il y a une exception majeure, c'est la question de l'encadrement des soins sans consentement. Alors, derrière cette question du consentement, peut-être au cœur même de cette question du consentement, il y a bien sûr le respect de l'intégrité physique et surtout pour le coup psychique, le respect des choix de la volonté. Mais il y a aussi, bien sûr, la question des capacités. C'est tout le travail sur les capabilities, sur la jonction entre la capacité de fait, de droit, et puis l'incapacité qui peut aussi être dans les faits. C'est-à-dire on n'a pas de régime de protection, c'est pas encadré, mais pour le coup, il y a quand même des grandes fragilités qui fait que la personne est en situation de vulnérabilité et qu'elle a besoin d'être accompagnée. Et donc cette question de capacité, elle se pose pour tous les citoyens en santé, pour tous les patients et encore plus bien sûr chez les personnes fragilité. La démarche de réflexion et la démarche de réflexe d'aller rechercher cette expression est d'autant plus essentielle. Ça se pose aussi beaucoup dans le champ de la maladie d'Alzheimer et des troubles neurodégénératifs. Il y a plein de points communs. C'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur les deux questions.
En fait, le fil rouge dont je parlais tout à l'heure, c'est de rechercher, quelle que soit la situation, ne serait-ce qu'une once d'autonomie, même si c'est partiel, même si c'est plus durable, même si c'est intermittent, mais d'avoir cette démarche-là. Et je pense qu'effectivement, en ayant travaillé tous ces outils, vous êtes dans cette démarche d'aller rechercher, d'aller permettre à la personne d'exprimer ses choix. Alors, sur cette question de la santé mentale, j'utilise assez souvent l'image de l'inverse de la politique de la chaise vide. C'est-à-dire que je prône une théorie de la chaise occupée, entre guillemets. C'est quoi la théorie de la chaise occupée? C'est-à-dire qu'il faut forcément que d'une façon ou d'une autre, la personne, enfin sur la chaise, ça représente l'expression de la personne, soit c'est la personne elle-même, soit c'est la personne qui n'est plus en état mais qui a pu s'exprimer à l'avance, donc ça on a un outil, directive anticipée ou autre outil, ou alors on a une personne qui la représente. Mais en tout cas, il faut que cette chaise soit occupée. Ça c'est absolument fondamental, donc le lien avec ce droit et cette liberté fondamentale. Il faut toujours directement ou indirectement avoir une personne ou un outil pour préserver, respecter au mieux et dans la mesure du possible. Alors ça, c'est ce petit bout de phrase, il est déterminant parce qu'il n'y a pas une obligation de résultat. L'obligation de résultat, elle est dans la démarche d'aller rechercher systématiquement, mais parfois c'est compliqué de respecter surtout en situation de crise. Toutes les volontés, tous les desiderata. Mais en tout cas, dans la mesure du possible, peut-être qu'on pourrait préciser le mieux possible, en tout cas toucher au plus près de ce qui a été souhaité par la personne. Donc, c'est une vraie problématique de savoir comment s'assurer que notre volonté, votre volonté, à tous, la volonté du patient, parce qu'on parle du patient, mais on est tous concernés, soit respectée, même si nous ne sommes plus, même si vous n'êtes plus un jour, même s'ils ne sont plus aujourd'hui ou demain en capacité de s'exprimer. D'où la légitimité de toute la réflexion sur la démarche et le dispositif d'anticipation. Alors, deuxième point, justement, pourquoi parler d'anticipation ? Alors, j'aime bien ce mot parce que il y a anti, enfin anti, ça peut être contre, mais ça peut être aussi ante, donc avant, c'est-à-dire que voilà, on réfléchit avant que le problème ne se pose, en tout cas plus gravement. Dans anticipation, il y a ici, c'est-à-dire qu'on réfléchit maintenant pour plus tard. Et puis, eh bien, il y a passion, même si ça ne s'écrit pas de la même façon, ça suscite beaucoup de débats et c'est pas forcément toujours simple. D'ailleurs, même si le dispositif français est assez clair, on voit bien que souvent les médecins professionnels de santé disent oui, mais c'est facile d'exprimer des choix quand on est en pleine forme, sauf que quand on arrive dans la situation, qui peut garantir que ces choix soient identiques? Voilà. Mais ça pose quand même la question de se dire, si on reste sur cet argument, du coup, on ne peut jamais exprimer à l'avance des choix qui pourraient être respectés. Alors, on parle de roman d'anticipation. Là, on n'est pas dans le roman. On pourrait aussi parler de science-fiction. Là, la fiction, en fait, d'un point de vue juridique, c'est intéressant. Elle pourrait se dire, représenter le fait que c'est une autre personne qui représente, ou en tout cas qui passe le relais, qui porte le message posé par cette personne-là, le consentement donné par la personne concernée. Bon, donc vous l'avez compris, c'est un sujet majeur, ça ne date pas d'aujourd'hui, et pourtant, c'est on ne peut plus d'actualité. Je crois que c'était... Alors, je ne sais plus si c'est le ministre François Braun ou Madame Richard, je ne sais plus qui l'a exprimé, mais en disant que ces dispositifs d'anticipation existent, mais ils sont encore trop rarement appropriés. Et effectivement, c'est un dispositif qui aujourd'hui est solide d'un point de vue juridique. Alors quand je dis dispositif, ce n'est pas que les directives anticipées. D'ailleurs, ça a été mon réflexe quand on en a échangé lorsque vous m'avez demandé d'intervenir. Pour moi, dire l'anticipation, c'est la personne de confiance, les régimes de protection aussi d'ailleurs, le mandat de protection future sur lequel j'avais travaillé il y a 20 ans. Donc ça a été intégré dans la loi quelques années après, en 2007. Et puis, bien sûr, ces directives anticipées prévues exclusivement pour le moment dans la loi sur la fin de vie. Mais je vous rappelle que le mandat de protection future, il permet à l'avance d'exprimer des choix à la fois sur sa personne, donc dont la santé, mais aussi sur le patrimoine, et de confier à une ou plusieurs personnes ce pouvoir d'accompagnement, de représentation. Donc le dispositif, il existe aujourd'hui.
Peut-être que la question, c'est de se dire pourquoi il n'est pas approprié à sa juste valeur, et pourquoi, en fait, et pourquoi pas l'intégrer d'ailleurs aussi en psychiatrie. On pourra en échanger tout à l'heure. Donc, c'est un dispositif que je qualifie, moi, de solide parce qu'il est quand même assez complet. D'ailleurs, vous voyez, vous-même, vous avez plein d'outils quand vous avez réfléchi à cette question-là. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment on pourrait faire mieux, en tout cas en termes de diversité d'outils. Après, là où on peut faire mieux, c'est cette question de l'appropriation, parce que autant le dispositif est solide d'un point de vue juridique, autant l'appropriation, elle est extrêmement fragile par les citoyens, parce qu'il manque cette culture, en fait, d'appropriation. Donc on tâtonne, on avance à pas feutrés, et je vais vous poser une question très simple. Vous assistez ici en présentiel et aussi en distanciel. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de monde en distanciel. Et bonjour aux gens qui sont en distanciel. Donc vous vous êtes inscrit à cette journée. Donc vous vous intéressez aux mesures d'anticipation. Qui parmi vous, voilà, a rédigé des directives anticipées, puisque vous vous intéressez à la question? Voilà. Alors, aucun jugement dans cette question. D'accord ? Simplement pour vous montrer. Ah, il y a des retardataires qui se disent, ah ben oui, j'ai oublié. Pour vous-même. Alors, au cas où il y aurait eu un doute, pour vous-même. Qui a rédigé des directives anticipées pour vous-même? Voilà. Vous voyez, c'est encore très rare, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et pourtant, vous vous intéressez à la question. Voilà. Donc on voit bien que c'est extrêmement culturel. Pourquoi j'avais travaillé en 2000, enfin pour cette thèse de 2001, une thèse de droit privé, sur cette question d'anticipation? Parce que j'avais été voir au Québec, ils avaient un mandat sur inaptitude future, et les Québécois m'avaient expliqué que c'était culturel, un réflexe. Il y avait plus de 50% de la population qui, voilà, qui allait régler ces questions-là. Aujourd'hui, je crois qu'on en est encore à 17 ou 19%. Enfin, c'est très, très, très peu. Voilà. Donc, aucun jugement dans ma question, simplement un constat de fait. Donc, vous voyez que c'est un paradoxe. Tout à l'heure, on parlait de paradoxe. On en parle, mais on ne se l'approprie pas. Pourtant, on en parle. Vous vous rappelez tous de l'affaire Vincent Lambert. D'ailleurs, après tous ces épisodes malheureux, hein, juridiques et judiciaires malheureux, parce que ça a duré et parce que c'est malheureusement devenu un cas d'école, mais bon, qui a fait avancer la réflexion. Il faut toujours voir le côté positif, en tout cas, c'est ma philosophie. Après l'affaire Lambert ou pendant, il y a eu une recrudescence de directives anticipées. Le mandat de protection future dont je vous parlais tout à l'heure, intégré dans la loi en 2007. Le premier mandat de protection future, le plus célèbre peut-être, en tout cas celui qui a fait couler de l'encre, vous vous rappelez lequel c'était? En 2007? Non, vous ne vous rappelez pas? C'était le mandat de protection future de Liliane Bettencourt, donc l'affaire L'Oréal, qui avait signé un mandat de protection future pour son photographe préféré. Et évidemment, ça a posé, en tout cas, là, évidemment, la fille de Madame Bettencourt a remis en question la solidité et l'honnêteté de cette personne. Bon. Alors, deuxième paradoxe, qui a été évoqué un petit peu tout à l'heure, les directives anticipées s'imposent aux médecins. Et là, je vais reprendre, parce qu'il faut partir, hein, ça c'est le réflexe du juriste, partir de ce qui est prévu dans la loi. Dans l'article L1111-11, ça, il n'y a que des 1, donc vous ne pouvez pas ne pas retenir, du Code de la santé publique, modifié par l'ordonnance du 11 mars 2020. Ce texte, 1111-11, il cadre très clairement les directives anticipées dans le cadre de la fin de vie. Et il a été modifié avec la loi Claes-Leonetti de 2016 et modifié encore en 11 mars 2020, donc pour renforcer le poids. Pour autant, ça continue de poser des questions. Je vous rappelle simplement les éléments clés de cette directive, enfin de ce texte. Toute personne majeure, déjà il faut être majeur, peut rédiger des directives anticipées. Donc c'est une faculté. Hein, là, je fais écho au caractère obligatoire et contraignant dont vous parliez tout à l'heure, mais le terme de contraignante est davantage utilisé, me semble-t-il, vis-à-vis des professionnels et des proches. Donc, en tout cas, c'est une faculté. Ça reste une faculté pour tout un chacun. Pour le cas où elle ne serait un jour plus hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne. Alors, puisque là, on est sur la fin de vie, c'est relatif à sa fin de vie, mais quand je vous lis le texte, réfléchissez
à la transposition dans votre champ, le champ de la psychiatrie. En ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt, du refus de traitement et ou d'actes médicaux. Donc, c'est une faculté. À tout moment et à tout moyen, par tout moyen, elles sont révisables et révocables. Ça, c'est important aussi dans le rapport de confiance. On en a parlé de la confiance ce matin, de bien dire, vous pouvez exprimer des choix, hein, là je me transpose en psychiatrie, mais vous avez le droit de changer d'avis. Voilà. Alors, dans le cadre de la fin de vie, il y a un modèle qui a été proposé par l'HAS, on le retrouve aussi sur... On le retrouve voilà, très, très facilement. Donc, un modèle qui n'est pas... on n'est pas obligé de le suivre, mais en tout cas, c'est un guide. Hein. Donc, on retrouve le même réflexe avec vos exemples de modèles que vous avez travaillés, notamment dans le GPS et puis autres modèles de directives anticipées en psychiatrie. Alors, ce qui est intéressant sur la contrainte, c'est l'impact. Les directives anticipées s'imposent aux médecins pour toute décision d'investigation, d'intervention, de traitement, sauf, donc il y a le principe, vous voyez, on remet dans l'ordre. Le principe, c'est qu'elle s'impose. Voilà. L'exception, et c'est vrai que le texte a prévu une marge d'exception, une marge de possibilité de ne pas respecter l'expression de la volonté. Là, on pourrait se dire, on se tire une balle dans le pied, puisque le but, c'est de créer un outil pour avancer et pour faire respecter ces questions-là. Alors, on pourrait dire que le poids est quand même beaucoup plus conséquent qu'avant. Voilà. Et que les garanties qui sont prévues pour cette exception, pour encadrer cette exception, font que, on espère, en tout cas en théorie, et ça n'enlève pas effectivement, mais il faut aussi faire confiance aux équipes de professionnels de santé, dont beaucoup d'entre vous sont ici aujourd'hui, pour les respecter. Donc, sauf en cas d'urgence vitale, pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation, et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. C'est ce bout de phrase-là qui a posé tout récemment question, qui a fait l'objet, à la demande du Conseil d'État, d'une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, posée au Conseil constitutionnel, qui a répondu le 10, hein, donc c'est tout récent. Et la question, c'était finalement de dire, lorsque ce bout de phrase-là, de cette exception de manifestement inapproprié ou non conforme à la situation médicale, l'argument avancé par les associations, c'était de dire, finalement, c'est contraire au respect de la dignité des personnes et c'est non conforme à la Constitution, à la liberté de consentir et d'exprimer des choix. Et la réponse qui a été faite, c'est de dire, ce n'est pas contraire à la Constitution, c'est respectueux de la dignité parce qu'il existe des garanties et un droit de recours. Voilà. En fait, les juges, ils se sont basés là-dessus en disant, on maintient cette possibilité pour les médecins de déroger, mais on rappelle qu'il y a des garanties très fermes, notamment la question de la collégialité, et donc là, il y a un enjeu de garantir ces conditions. Et d'ailleurs, il y a tout un paragraphe sur la décision de refus d'application des directives anticipées, et si je prends le temps de vous le lire, ça veut dire qu'il faut que vous ayez cette réflexion dans le champ de la psychiatrie. Hein. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le cadre précis du droit. La décision de refus d'application, jugée par un médecin manifestement inappropriée ou non conforme, voilà, est prise à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire et inscrite au dossier médical. Donc il faut une traçabilité, il faut plusieurs professionnels. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou à défaut de la famille et des proches. Et cette phrase, elle est importante. C'est d'ailleurs là-dessus que le Conseil constitutionnel s'est appuyé, parce qu'il a dit qu'à partir du moment où elle est portée à la connaissance, il y a un droit de recours. Voilà. À partir du moment où il y a un droit de recours, eh bien, ça reste conforme à la Constitution. Alors, il y a aussi dans ce texte, on appuie beaucoup sur le rôle d'information. Le médecin traitant, ça c'est vraiment très très important, et d'ailleurs la loi de 2015 d'adaptation de la société au vieillissement a renforcé cela. Le médecin traitant informe ses patients de la possibilité et des conditions de rédaction des directives anticipées. Il y a un enjeu très fort d'accompagnement, et d'ailleurs je l'ai trouvé dans les documents rédigés, notamment je crois le kit de GPS et dans d'autres, sur ce rôle en fait d'information sur voilà ce qui existe, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais voilà quel est votre intérêt de le faire, etc. Et là, on cite dans le texte le médecin traitant, mais moi j'aurais envie de dire pas que le médecin traitant. D'ailleurs, les médecins traitants disent oui, mais nous on doit beaucoup, on nous met beaucoup de choses sur le dos. Or, il y a tous les autres professionnels de santé, et je pense qu'effectivement, c'est une collaboration de chacun sur cette information pour accompagner l'anticipation. Mais vous voyez que ça vaut quelque part pour tous les citoyens. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire sur cet accompagnement.
Et il y a une dernière précision importante qui va vous toucher forcément dans le champ de la psychiatrie. Il est précisé que lorsqu'une mesure, une personne, lapsus, hein, donc je corrige immédiatement, ce n'est pas une mesure, c'est une personne avant la mesure, fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, donc tutelle, ça peut être curatelle renforcée aussi dans certaines situations, ça peut être l'habilitation familiale judiciaire, le mandat de protection future, hein, ce n'est pas que la tutelle. Elle peut rédiger des directives anticipées. Donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est sous ces mesures de protection qu'on a le droit à rien, on peut rédiger. Par contre, il faut que ça soit autorisé par le juge, et la personne chargée de la mesure de protection ne peut ni l'assister ni la représenter pour éviter les conflits d'intérêts. Voilà. Donc, j'ai pris ce temps de vous rappeler le cadre de la... Quelques minutes. Combien ? Quelques minutes, 2-3 minutes, pour je laisser vais le temps en question. J'ai pris ce temps-là parce que pour vous montrer combien c'est important de bien cadrer en fait la rédaction, l'information, l'accompagnement et les limites également. Alors, troisième point, pourquoi c'est si intéressant de travailler cette question d'anticipation en santé mentale et c'est très intéressant de voir comment la santé mentale, comment vous, professionnels et représentants d'associations, d'ailleurs je ne l'ai pas souligné, mais d'ailleurs c'est bien, je progresse, si on peut dire, combien c'est important que ça soit co-construit avec les usagers. Aujourd'hui, on ne devrait même plus avoir besoin de le souligner, tellement ça devrait être évident. Et si je ne l'ai pas rappelé, c'est parce que, pourtant je l'avais noté, c'est parce que j'ai oublié de le faire en introduction, et parce il faut encore le faire. Voilà, systématiquement, il faut le faire. Et systématiquement, d'ailleurs, c'est devenu quand même, ça s'est propagé, mais quand on organise des colloques ou quand on écrit, quand on fait des projets de recherche, c'est devenu quand même de plus en plus fréquent d'associer les représentants d'usagers. Mais pas toujours. Et on le voit là aussi dans les dispositifs et dans la mise en place de réflexions menées par les politiques. Ce n'est pas toujours encore un réflexe, donc il faut le rappeler. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Adolphe Thiers, alors je ne l'ai pas connu, hein, vous non plus sans doute, mais Adolphe Thiers, on lui attribue une expression, il disait « gouverner, c'est prévoir ». Alors, si j'utilise recours à cette expression, c'est que gouverner, ça fait penser à la question de l'autonomie. L'autonomie, c'est la capacité à se gouverner soi-même. Voyez ? Donc, gouverner, c'est prévoir, et prévoir, j'ajouterais, c'est anticiper sous réserve de la capacité. Donc, en psychiatrie, bien sûr, il faut insister sur le côté révocable, mais comme partout d'ailleurs. Mais il y a un enjeu très fort, et vous l'avez exprimé, sur le fait d'aider avec cet outil de directive anticipée ou d'autres appellations à porter, à supporter dans le bon sens du terme, à être un soutien à l'expression de la volonté, à permettre aux personnes d'oser s'exprimer. Ça, c'est absolument déterminant. Donc c'est un objectif louable, c'est un objectif légitime qui répond à un besoin, c'est un outil d'accompagnement, de soutien, de prévention. Vous avez raison d'insister, surtout dans ce ministère qui prend ce nom, sur l'enjeu de la prévention. Mais effectivement, il faut aussi insister sur cet outil de confiance pour soi, mais aussi pour autrui. Et là encore, peut-être que vous avez par cœur tous en tête la façon dont ces outils, ces documents sont rédigés. C'était très instructif, je les ai encore relus hier soir. On voit bien que ça amène la personne à réfléchir sur sa situation actuelle, sur les risques, s'il y a une crise, qu'est-ce que je fais, qui j'ai surtout pas envie d'appeler. Je pense notamment à un exemple, pas ma grand-mère, surtout pas ma grand-mère, surtout pas tel professionnel, surtout pas tel hôpital. Par contre, là, j'ai confiance, etc. Voilà, c'est un outil de confiance en soi, et c'est aussi un outil de confiance en autrui vis-à-vis des professionnels et vis-à-vis de ses proches. Parfois, c'est compliqué. Voilà. Mais pour ne pas rompre la confiance, il faut, là encore, l'encadrer. Et donc, moi, ça me pose vraiment question en tant que juriste, et aussi sur les problématiques éthiques, sur la question de l'absence de contrainte, en tout cas, la façon dont c'est rédigé. Je trouve que vous n'allez pas suffisamment loin par rapport au poids ou la façon dont ça peut impacter la pratique des professionnels, même si, bien sûr, il y a des limites. Rappelez-vous, principe exception. Voilà. Mais la façon dont c'est rédigé, en tout cas les documents que j'ai eu sous les yeux, mettent d'abord l'exception en premier et je le rappelle, le principe en deuxième. Donc poser le cadre de l'intervention, respecter la volonté, point d'attention, la question du refus.
Voilà, la confiance, c'est aussi de dire, voilà, si j'écris, je fais confiance à celui à qui je remets les directives sur mes choix, mais aussi sur ce que je refuse, voilà, sur mes non-choix, quelque part. Puis j'ai le droit de ne pas m'exprimer, j'ai le droit de ne pas remplir, voilà. Et il faut respecter ce droit de ne pas remplir. Et ça, on l'a beaucoup travaillé au sein du CCNE, dans le cadre de l'avis 136. C'est l'expression de ce que l'on veut et l'expression de ce que l'on ne veut pas. Dernier point. Je vais aller vite, je vous demanderai peut-être 2 minutes en plus, malgré l'intérêt de la démarche et toute la légitimité, j'attire votre attention sur des points de vigilance. Alors, les enjeux éthiques, c'est l'avis 136 sur lesquels on a travaillé, où on a beaucoup insisté sur l'enjeu autour du consentement, de sortir de la vision binaire du consentement, c'est oui, c'est non, et d'insister sur un processus, d'aller davantage vers un processus d'assentiment, un processus dynamique. Le consentement ou l'expression d'un choix, elle s'exprime en plusieurs étapes, il faut la vérifier, on a le droit de revenir sur son consentement, on a le droit de refuser, et il ne doit pas y avoir d'impact, en tout cas le moindre possible, sur la perception par les professionnels. On a insisté sur l'enjeu de formation, on a insisté sur le poids justement des outils d'anticipation, notamment la personne de confiance et aussi les directives anticipées. Et ça, c'est autre chose que j'ai lu dans les documents. Il y a une confusion parfois des termes qui sont utilisés. Et donc, du coup, j'en viens aux enjeux de droit. J'ai été très vite, malheureusement, sur tout ce qu'on a pu dire dans l'avis 136, mais je vous fais confiance, vous irez piocher, notamment sur les recommandations. Alors, l'enjeu de droit, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, de poser un cadre précis et notamment d'être précis sur les qualifications. Voilà. J'ai lu personne de confiance, personne à prévenir, personne de soutien, directive anticipée incitative. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, directive anticipée incitative. Peut-être que vous savez, c'est clair dans votre esprit, mais pour moi, ça ne l'est pas. Même si je vois bien qu'il y a la notion d'anticipation, mais qui incite, etc. Il faut toujours se mettre à la place de celui qui découvre le document. Et sur le document, alors à moins qu'il y ait un autre élément qui explique ce que c'est la personne de confiance, la personne à prévenir, etc. Mais point de vigilance, est-ce que c'est la même perception de la personne de confiance que celle qui existe dans la loi Kouchner, qui a été complétée par la loi d'adaptation de la société au vieillissement dans le médico-social? Attention, en utilisant le même terme à la multiplication en fait, des missions et des rôles, ça entretient la confusion. En tout cas, c'est un risque. C'est déjà ce qui existe d'ailleurs sur la personne de confiance. On le voit dans le secteur personnes âgées de façon assez forte. Et être précis sur l'objectif poursuivi. Donc le risque, c'est le millefeuille législatif. Mais en même temps, j'ai bien compris que la nécessité de trouver une appellation et un outil dans votre champ. Alors, il faut renforcer le poids et la portée des choix exprimés, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Quand je lis « l'équipe peut se référer », ça ne suffit pas. L'équipe doit systématiquement rechercher et fera tout son possible pour respecter. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà. Et du coup, ça incite aussi, ça renforce la confiance dans cet outil sur lequel vous avez passé beaucoup de temps en plus. Donc je pense qu'on est tous d'accord, mais il faut juste faire attention aux mots utilisés et ne pas avoir de scrupules à renforcer ce poids. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en 2000, il y a 20 ans, quand j'avais soutenu ma thèse, j'avais poussé le bouchon un peu loin en proposant de rendre obligatoire le mandat sur une aptitude future pour tous les citoyens. C'est-à-dire que j'appelais au principe de responsabilité de chacun en disant c'est se rendre service à soi-même, c'est rendre service à ses proches et à la société. Bon, j'avais fait exprès de pousser le bouchon loin, mais vous voyez qu'on rejoint, il y a 20 ans, on se posait déjà ces questions de contraintes et d'aspects contraignants et d'obligations. Donc, je finis. Outils de confiance, outils d'alliance, outils de respect. J'ai bien aimé le terme que vous avez utilisé, Madame Richard, oser. Il faut garder de la souplesse. Vous l'avez dit ce matin, il faut garder de la souplesse. Par contre, ça veut dire qu'il peut y avoir un modèle ou plusieurs modèles, mais il faut quand même cadrer la façon dont c'est utilisé. J'utiliserai le terme de précaution, de respecter d'être dans une posture de haute fidélité, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport au respect des choix exprimés le plus possible, mais d'être aussi très clair sur les limites. Voilà. C'est exactement ce qui se passe pour les débats publics. On sollicite la participation des citoyens, mais si on ne pose pas les limites en disant, voilà, on vous prévient, on va tout faire pour tenir compte, mais on n'est pas seul décisionnaire, ou voilà le processus qui va là, ça change tout. Voilà. Ça change tout, et c'est la même chose dans votre champ. Donc, connaître les limites, pour moi, c'est un élément de confiance, et je ne peux
que vous inviter à réfléchir à ces questions-là au sein de la réflexion éthique et d'impulser cette réflexion éthique au sein de chaque établissement et service, et dont la psychiatrie. Et du coup, puisque c'est d'actualité, puisqu'il est paru hier, je vous invite à aller consulter l'ouvrage sur droit, éthique et dépendance, qui a été travaillé dans le champ des personnes âgées, mais il y a plein de points en commun avec la psy, que j'ai eu le plaisir de co-diriger avec Roger Paul Droit. C'est un livre qui paru au PUF, comme ça vous saurez tout. C'est un livre collectif, c'est pour ça que j'en parle d'autant plus facilement, qui intègre des usagers, qui intègre des professionnels de tout type, et qui, en tout cas, moi j'ai écrit là-dedans sur justement le rapport au droit et de voir comment, en intégrant une réflexion éthique au sein des établissements, on peut entretenir, accroître et mieux connaître le droit et donc mieux respecter le droit des personnes vulnérables. Pardon d'avoir été un peu longue, 2 minutes de plus. Mais ça a été extrêmement intéressant. On vous remercie vivement pour cet éclairage juridique, pour cet éclairage sur les aspects éthiques. Vraiment extrêmement intéressant. On a quand même le temps de quelques petites questions de la salle. On a beaucoup de questions en ligne aussi. Questions par ici. Oui. Bonjour, je suis déjà intervenu tout à l'heure. Je m'appelle Léon-Antoine et j'ai été facilitateur pendant l'étude sur les directives anticipées en psychiatrie. Je suis père aidant. Du coup, dans ce qui manque et pas suffisant dans les documents que vous avez vus ou ce qui n'était pas dans l'ordre, etc., au niveau des suggestions, qu'est-ce que vous rajouteriez, qu'est-ce que vous changerez, dans quel ordre il faudrait que ce soit mis? C'est quelque chose qui m'intéresse et qui, je pense, est important pour pouvoir l'ajuster si jamais les suggestions correspondent aux besoins. Et incitative, c'était parce que, je pense que vous allez expliquer plus tard aussi, Antoine et compagnie, ou pas forcément? Ok. Et ensuite, il y avait aussi la question par rapport aux enfants. Est-ce qu'il y a des suggestions, des choses que vous avez pu écrire ou réfléchir parce que c'est une difficulté, l'accompagnement des adolescents, tout ça, et le choix qu'ils peuvent faire, parce qu'il y en a qui sont tout à fait capables de choisir ce qui peut être dedans, et que les représentants légaux ne sont pas forcément les personnes avec qui ça se passe le mieux dans la vie. Et la problématique de la tutelle qui finalement est en lien avec ça. Et je crois que c'était les questions que... C'est déjà pas mal. Ce sont des questions à tiroir. Donc, tu voulais dire un truc qui ressemble, qui n'est pas pareil? Est-ce que du coup on passe tout de suite comme vous voulez. Si c'est dans la suite... Non, c'est pas dans la suite, donc vous prendrez la parole après. Alors, ça c'est votre... J'aurais dû ramener l'exemplaire vierge. C'est votre document... document martyr, le pauvre. Directive anticipée, incitative en psychiatrie. Vous voyez, j'ai gribouillé partout. Donc, on ne va pas résoudre ça en 5 minutes, mais simplement pour vous dire que chacun a ses... voilà, c'est normal, hein, chacun a ses visions, chacun a ses compétences et ses points d'attention. Donc, c'est aussi, d'ailleurs, vous l'avez exprimé dans le choix du titre, hein, outils de droit, outils de soins. Vous avez d'abord mis le droit en premier. C'est très intéressant, le choix du titre. Non pas pour dire que le droit résout tout et partout, etc., mais le droit est indispensable pour poser ce cadre. Ça, c'était le sens de mes propos. Donc, effectivement, voilà, on pourra en rediscuter, il n'y a pas de souci. Simplement, si je prends l'exemple de la première page, personnes concernées et personnes de confiance, désigne comme personne de confiance au pluriel. Il y a marqué personne de confiance, il y a marqué personne à prévenir, personne à prévenir. Est-ce qu'il y a un document qui explique la différence entre personne de confiance et personne à prévenir? Il y a peut-être des outils. L'accompagnement à la rédaction, c'est quelque chose qui est expliqué, quand en tout cas c'était avec l'accompagnement par les pères aidants. Il y a un document que la personne qui rédige peut montrer à ses proches pour dire à quoi ça correspond. D'accord. Donc il y a un écrit qui a été fait que j'ai pas vu. Et le document, normalement, il avait été changé et il n'y a plus au pluriel personne de confiance. Voilà.
D'accord. Oui. Ouais, Pardon? il est pas. Oui. D'accord. Voilà. En tout cas, c'était un point d'attention. Et si je pose la question peut vous paraître surprenante ou c'est une évidence, mais je rencontre assez fréquemment encore un effort vraiment louable dans des établissements pour avancer sur ces questions-là, mais il manque en fait les définitions, enfin, l'accompagnement et la clarification. Surtout, plus on utilise des termes différents, je pense que c'était un peu le sens de mon message, plus ça complexifie les choses. Deuxième remarque, si je regarde personne de confiance, je ne vais pas tout citer, mais dans le rôle, prendre les décisions pour moi quand je passe le relais. Alors, une personne de confiance ne prend pas les décisions. Hein. Elle sert de témoin. Elle passe effectivement le relais. D'ailleurs, dans les derniers... l'évolution de la terminologie et de la rédaction des textes, on la présente comme un témoin. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Elle est consultée. On lui remet les éléments. C'est pas du tout la même chose que décider à la place de quelqu'un. Et je suppose que c'est très important pour les patients de le savoir. Mais là encore, c'est peut-être évident dans votre esprit quand vous avez rédigé, sauf que, vous voyez, juste un mot, ça peut changer le sens des choses et la perception. Voilà. Voilà, après, ça pose la question de personne à prévenir. Est-ce que c'est forcément un professionnel? Est-ce que c'est une autre personne? Et puis, la notion d'incitatif, moi, ça me questionne. Autre point dans un encart, la rouge, je suis capable de décider, sauf quand, voilà, je présente la situation, et signe indiquant que vous devez laisser quelqu'un décider pour vous. Non, vous ne devez pas laisser quelqu'un décider. Vous acceptez que la personne décide à la place. Ce n'est pas la même chose. On est là aussi dans la... vous voyez, on exprime un choix, et ce choix, j'exprime que si je ne fais pas bien, ça sera une autre personne qui prendra le relais. Alors, oui, c'est extrêmement intéressant. Dernière petite remarque, parce qu'après, on va devoir passer à la prochaine table ronde. Je rappelle que Mme Lefebvre va rester avec nous toute la journée. Non. Non, pas toute la journée. Alors, j'aurais bien voulu, mais le devoir m'appelle. Non, mais c'est vraiment extrêmement intéressant, tous ces points de vigilance qu'on va devoir retravailler toute cette question. Oui, elle va laisser les notes. Voilà. Dernière remarque, oui. Oui, excusez-moi. Donc, du coup, je me présente, je suis Nicolas Ordener. J'ai participé en tant que médiateur à l'étude des DAIP. Donc, du coup, DAIP qui, on va en parler avec mes collègues tout à l'heure, nous a été imposé en fait. Nous, on voulait partir sur les DAP, mais le I nous a été imposé. Donc, déjà, c'est une chose à savoir. Incitatif. Nous, on voulait pas que ce soit incitatif. Donc, c'était ça. Mes collègues l'expliqueront à la table d'après. Ensuite, pour revenir justement à la construction de cet outil-là. En fait, il a été fait un peu de manière, pour reprendre un terme juridique, même si on n'est pas juriste, on peut quand même se renseigner sur la loi, ça n'empêche pas, un peu sur le modèle de la casuistique, c'est-à-dire qu'en gros, on est parti de cas concrets pour construire les items et les encarts. Donc, c'est pas pour rien qu'on a utilisé personne de confiance, personne à prévenir. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis personne de confiance en premier, parce que c'était la porte d'entrée, en fait, si vous voulez, en psychiatrie. Vous parlez de droit, le lien entre psychiatrie et droit. Parce que là, en ce moment, que ce soit dans les soins somatiques, on demande de manière plus régulière une personne de confiance, que ce soit dans différents types de soins, etc. Ensuite, dans l'outil, on s'est axé sur ce qui pouvait exister en fait, directement dans les textes de loi qui étaient existants et pas justement créés. Encore un outil supplémentaire pour justement parler de cette confusion-là dont vous parlez. En fait, c'est des textes de loi, comme vous pouvez le lire. Hein. Alors peut-être que vous n'avez pas la dernière version, nous on a la dernière version, qu'on remet à jour en fait de manière assez régulière. Vous l'enverrez ? Qui est ici. Et qu'on enverra à tout le monde si vous voulez, il n'y a pas de souci. Où justement on parle justement des textes de loi qui sont du Code de la santé publique notamment et du Code d'action sociale et des familles, donc qu'on peut retrouver de partout, et de droits fondamentaux comme être soigné par n'importe quel médecin, par exemple. Ensuite, par rapport à personnes de confiance et personnes à prévenir, comme l'a souligné mon collègue Antoine, c'est vraiment un travail collectif. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de manière isolée. Vous avez parlé de périmètre. Nous, c'est un périmètre de sécurité, en fait, qu'on parle, de sécure, et de personnes de confiance. Donc, et aussi de médiateurs de santé, dont on va parler aussi plus tard. Et en fait, c'est tout ce périmètre-là que nous, on a essayé de mettre en place et de favoriser. Donc, je pense qu'on vous enverra la dernière version. On vous enverra peut-être... En fait, aussi, quand on rédige les directives, il y a un guide
pour rédiger les directives anticipées, aussi qui est fourni, pour rassurer la dame avec le pull bleu dans je ne sais pas comment elle s'appelle. Et voilà, donc rassurez-vous, on est bien lancé là-dessus et on espère votre soutien pour la suite. Merci à vous. Merci de vos remarques. Alors, peut-être je conclurai, parce que je vois que, pour pas trop dépasser le temps, alors peut-être que c'est votre défi, finalement, en psychiatrie, dans le champ de la psychiatrie, d'inventer cet outil qui permettrait une appropriation plus générale, parce qu'aujourd'hui, en fait, très concrètement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, si le dispositif est solide, il n'est pas approprié en pratique. Et je le perçois de façon extrêmement forte dans le champ médico-social des établissements du handicap et des personnes âgées. C'est-à-dire que les outils, voilà, dans tous les établissements, il y a des feuilles de directives anticipées ou de personnes de confiance ou de personnes à prévenir. Tout le monde mélange tout, hein, très clairement, tout le monde mélange tout. Que ce soit les professionnels, alors les résidents et les familles, vous imaginez. Ce n'est pas un jugement, hein. Là encore, vraiment, ne vous méprenez pas sur mon discours. C'est justement simplement une alerte en disant il faut que ça soit clair. Et si vous utilisez le terme, vraiment j'insiste, de directive anticipée alors qu'il existe déjà pour la fin de vie, on pourrait imaginer que dans le Code de la santé publique, il y ait directive anticipée fin de vie et puis directive anticipée en psychiatrie. Why not, parce que ça se justifie par rapport à tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est complètement légitime. Mais là encore, il faut que ça soit très, très précis. Et est-ce que c'est nécessaire d'avoir une distinction entre personnes à prévenir et personnes de confiance? Peut-être que pour vous, oui, dans votre champ, mais en tout cas, aujourd'hui, dans les EHPAD, moi, j'en suis pas convaincue du tout. Bon, ce sont des questions à réfléchir. Les questions à réfléchir, effectivement, on va avoir toute la journée pour échanger, pour approfondir les questions, pour répondre Merci avec les tables écoute. rondes. Je vais juste une petite question de la visio, oui, parce qu'il y a quand même plus de 700 personnes qui nous écoutent. Oui, Yvonne. Alors juste deux choses. Alors une question déjà sur le fait, Monsieur Bitton, qui nous explique, qui pense qu'il serait possible de faire avancer les choses sur le plan législatif par le biais d'une proposition de loi qui serait déposée par un député d'un groupe parlementaire qui peut être d'opposition. Cette proposition de loi pourrait être inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale dans le cadre d'une niche parlementaire réservée aux groupes non gouvernementaux. C'est pour dire que sur le chat, il se passe énormément de choses. Et je crois que votre intervention, elle va nourrir énormément ce qui va se passer pour la suite. Donc pour ça, on vous en remercie. Et donc, il y avait une question qui était est-ce que vraiment les directives anticipées, elles peuvent être un moyen de protection de la volonté des malades, puisque d'emblée, ils sont taxés de ne pas pouvoir discerner les enjeux et les conséquences des souhaits qui sont exprimés. Est-ce qu'on pourra passer au-dessus de ça? Mais c'est justement l'enjeu de la confiance et de la reconnaissance des capacités. C'est plus on accompagne et qu'on soutient, plus on renforce et on appuie. D'ailleurs, c'est le terme de personne de soutien. C'est encore une autre appellation, mais on est bien dans cette philosophie-là. Il faut faire confiance en ces personnes. Voilà. C'est pour ça que l'ordonnance de 2020 insiste sur le fait que même quand on est dans le régime de protection, sous le régime de protection quand on bénéficie du régime de protection le plus fort, le plus contraignant, on reste quand même capable de rédiger un testament, une directive anticipée, etc. C'est pas rien du tout. On est à des années-lumière des textes antérieurs. Il faut quand même le redire. Voilà. Donc, vous inscrivez complètement dans ce sillon. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre éclairage, de votre soutien. Merci beaucoup.